De toutes les passions, la seule vraiment respectable me paraît être la gourmandise, écrivait un certain Guy de Maupassant, tandis que pour un Brillat Savarin, la gourmandise est ennemie des excès. Alors si l'orgueil ou l'envie semblent pécher plus grave sur l'échelle de Richter des vices humains, la gourmandise est peut-être le vice le plus dangereux qui est en train de faire périr la planète, nous disait récemment le pape François. Alors à quelques jours du carême, peut-être est-ce l'occasion de nous questionner, de nous interroger sur nos papilles et leurs péchés mignons, et si la gourmandise n'était au fond pas un péché. Question que nous allons poser à nos invités aujourd'hui dans cette émission en quête de sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Bienvenue Perla Servan-Schreiber. Bonjour Perla. Bonjour bienvenue. Vous êtes toujours l'auteur de nombreux essais, surtout de livres de cuisine. On peut mentionner tout simplement le dernier. Passons tout de suite au dernier qui est le plus gourmand peut-être, tout chocolat, mes 21 gâteaux et mousses aux éditions, toujours excellentes éditions de La Martinière, chère Perla Servan-Schreiber. Vous êtes évidemment l'auteur de tous ces ouvrages sur la joie, la joie de faire la cuisine, la joie d'inviter les petits-enfants dans la cuisine, de tous se mettre derrière les fourneaux, et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Nous sommes également en compagnie d'un nouvel invité, si je puis dire, dans ces émissions culinaires à Radio Notre-Dame et sur RCF, Patrick Roger, bonjour. Bonjour. Alors on vous connaît évidemment à la fois comme sculpteur, comme chocolatier, vous êtes plus l'un ou plus l'autre, au fond, s'il fallait résumer, dans votre micro? L'ensemble. L'ensemble, un deux en un, qui fait votre particularité. Et justement, on va voir que vous êtes bien plus que cela encore. Vous qui êtes artiste sculpteur chocolatier français, évidemment, de plus en plus d'enseignes, on vous connaît, en tout cas dans les plus grandes villes de France. Et alors, chose un peu particulière, que j'ignorais, je le reconnais, avant de rentrer dans ce studio, c'est que vous avez dans votre chocolaterie un pape François. Oui, bien sûr. En chocolat. Maintenant, il est en aluminium. Ouais. Et puis, il y a une version même qui pourrait être en argent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai découvert, voilà, qu'est-ce qu'il vient faire dans votre cuisine, dans votre atelier? Tout simplement, sur le bandeau d'Euronews, je vois le pape François et ça me donne la chair de poule. Je tombe amoureux. Voilà, tout simplement. Du personnage? Du personnage, oui. Ouais. Oui. Vous qui avez la foi déjà? Je ne sais pas si j'ai la foi, non. Mais c'est surtout, à chaque fois, je vois ce que les autres ne voient pas, et c'est le plus important. Et après, je retranscris. Alors bien sûr, peut-être que quelquefois, c'est pas toujours très catholique, que je peux être crucifié, mais au moins, c'est de le faire. Ouais. Et ça, c'est important. Un véritable artiste. Avec nous aujourd'hui, et un autre artiste, un artiste du Christ, Thibaut Trinxin. Bonjour père. Bonjour Marion. Ravi de vous recevoir. Alors vous allez mettre un peu les points sur les i, peut-être aujourd'hui, d'un point de vue évangélique, vicaire que vous êtes à Saint-Ambroise à Paris, enseignant, formateur, on va dire ça, de responsables, des responsables dans l'église à Paris. Alors effectivement, la gourmandise, mettons les points sur les i dès le départ. C'est bien c'est bien un péché ou pas? Oui. Ça fait partie des 7 péchés capitaux, faut le dire. Voilà. Et c'est pas la gloutonnerie? C'est pas devenu la gloutonnerie? Alors, on l'a dit, le pape François, dans son audience du 10 janvier que vous avez cité en introduction, disait que au Moyen-Âge, on appelait ça dans l'Antiquité, les anciens pères, ils appelaient ça la gastrimargie, terme que l'on peut traduire par la folie du ventre. Donc là, on comprend que c'est beaucoup plus grave. C'est quand le ventre est complètement déréglé et ne pense plus qu'à dévorer et devient l'organe principal de la personne. Là, il y a un problème. Et c'est le problème d'aujourd'hui? Est-ce que c'est le problème d'aujourd'hui? Ça va dépendre des personnes. Je pense que oui, ça peut arriver. Mais ce que vous pointiez du pape François, qui était à mon avis très intéressant, peut-être qu'on y reviendra, c'est le fait de dire qu'une société de surabondance où on estime qu'il faut toujours manger à sa faim, voire même un peu plus, finit par produire des déséquilibres planétaires qui produisent aussi une crise écologique sans précédent. Et là, le pape François connecte ça à une forme de gourmandise un peu collective qui est cette peur du manque, ce besoin de surproduire en Occident pour être sûr de jamais rien manquer dans son frigo et d'ailleurs aussi sans souci tellement de partager, quoi. Alors, ne vous inquiétez pas, on va être aussi un peu gentil avec nos papilles
Patrick Roger, est-ce que c'est un péché pour vous, la gourmandise? Et on demandera à Perla, the last but not the least. Volontiers. Patrick Roger. Ouais, je peux rebondir. Effectivement, je pense que la grande distribution fait que la satiété, on va la chercher par le volume. Et quand on travaille comme nous, tout simplement avec ce tout petit morceau, au niveau du cerveau, on devient complètement, je ne sais pas trop l'expliquer, effectivement, mais tu as les neurones qui sont bien mieux connectés parce que tout simplement, on va ajuster tout simplement ce besoin que l'on a au niveau cérébral. Ouais. Et Mathilde me dit, c'est le glucose, c'est surtout l'apport de glucose qui fait que tu te nourris. Et c'est tout le contraire, effectivement, du monde aujourd'hui où on devient épais, gros, parce que pour avoir cette nourriture, il faut du volume, si c'est de moins bonne qualité. Et la richesse que l'on fait, et pour moi, c'est pas du luxe de bien manger, c'est juste normal. Et le fait de manger normal est extrêmement bon, tout de suite, le cerveau fonctionne mieux. Bon, ça, il faut parler à un neurologue sans doute, ou autre, je sais pas. Mais ça, c'est une vraie certitude. Alors la gourmandise, c'est peut-être de mal manger. La gourmandise, c'est peut-être de mal manger. Alors maintenant, c'est quoi? Ouais, je crois pas, non. Perla, c'est non, je ne crois pas que ce soit ça, enfin, à mon humble avis, je ne crois pas que ce soit ça la gourmandise, et c'est confirmé par des spécialistes en neurosciences qui considèrent que ce ventre que vous venez d'évoquer n'a rien à voir avec le gourmand. C'est deux circuits neuronaux différents dans la tête. Blague. Mais oui, mais oui. D'accord. C'est totalement différent. Il y en a un peut-être qui correspond au remplissage. C'est-à-dire que la boulimie et la gourmandise sont deux, j'ai pas envie d'appeler ça pathologie, mais enfin disons en tout cas, différentes, radicalement différentes. On peut être l'un sans être l'autre, on peut être les deux, ce qui est, voilà, c'est pas de bol, mais c'est en tout cas deux comportements vis-à-vis de la nourriture et de soi-même radicalement différents. Ouais. Et donc, la gourmandise, pour vous, vous le vivez bien? Moi, vous qui êtes une grande gourmande. Moi, la gourmandise, pour moi, c'est l'amour de la vie. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui me paraît prioritaire pour moi. Ouais. Hein, parce qu'il y a la possibilité d'avoir du discernement dans la gourmandise. C'est-à-dire? Il n'y en a pas dans la gloutonnerie. Non, enfin, oui, c'est ça, dans la gloutonnerie. Vous voyez, hein? Ça qui est une maladie. Oui. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui dit qu'on aime la vie et qu'on aime les autres. Parce que la gourmandise propose et vous mène au partage. Moi, je sais que j'ai tissé une nouvelle famille, puisque j'ai épousé un monsieur qui a eu la bonne idée de se marier une première fois et de faire 4 enfants, ce que moi, je n'avais pas fait. Donc, cette famille-là qui existait, il était quand même préférable que je puisse en faire partie d'une manière ou d'une autre. Alors, il faut arriver là-dedans et il faut trouver un moyen. Moi, j'en ai qu'un dans ma vie, c'est de faire à manger et de partager ma nourriture. Ouais. Et je dis toujours que mon ingrédient numéro 1 dans tout ce que je fais, c'est la joie. Ouais. C'est ni la cannelle, ni le sucre, ni les épices. Donc, c'est avec ça que j'ai tissé des liens extraordinaires, vraiment, avec cette famille. Mais le pape François vous applaudirait, Perla, n'est-ce pas, Père Bien sûr. Ça crée du lien. Il faut l'inviter à dîner. Je viendrai volontiers. Non, mais avec joie. Les prêtres aiment bien s'inviter. Avec joie, et j'adore en recevoir, j'en connais un. Non, mais à ce moment-là, moi, votre définition de la gourmandise, elle me va très bien. Je me définis à ce moment-là comme gourmand. Alors, mais c'est vrai quand même qu'il faut reconnaître que dans la tradition chrétienne, la gourmandise a quand même ce sens de vice, de péché capital, et c'est pas pour rien. Alors, vous avez raison de dire que c'est pas d'abord un dérèglement du ventre. Le ventre est plutôt le symbole de la gourmandise. C'est sans doute d'abord, évidemment, quelque chose qui est plutôt dans le cœur ou dans la tête. Et Jésus, dans l'Évangile, il nous fait faire un discernement sur la nourriture. Vous savez, il dit aux Juifs chez qui il y a un certain nombre d'interdits alimentaires qui d'ailleurs continuent, il leur dit, mais en fait, ce n'est pas ce qui rentre dans le ventre, ce qui rentre dans la bouche qui rend l'homme impur. Au fond, c'est ce qui sort du cœur qui rend impur, à savoir les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, la jalousie, l'orgueil, etc.
Et donc, en fait, il nous montre, Jésus, que le problème n'est pas dans la nourriture elle-même, mais dans notre relation à la nourriture. Et c'est là qu'effectivement, il peut y avoir un dérèglement, quelque chose de fou, quelque chose qui devient fou. Mais la nourriture elle-même, effectivement, elle est bonne en soi, surtout si elle est offerte avec générosité, si elle est partagée dans la joie. Si elle est savoureuse en plus. Il faut qu'elle soit savoureuse, c'est un signe d'amour. C'est le plus beau prétexte au partage et à la création de liens. Et moi, j'ai une obsession dans ma vie, voilà, c'est ça. C'est de créer des liens, de tisser des liens avec des gens très différents et d'essayer. Et c'est comme ça que j'arrive à devenir un tout petit peu moi-même. Un tout petit peu. Et la philosophie d'un chocolatier qui régale les autres, au fond, Patrick Roger, hein, des inconnus et encore des inconnus. Mais c'est quand même aussi une belle philosophie. Oui, on ne connaît pas nos clients finalement, mais quand je fais le tour des magasins le samedi après-midi en vélo, je fais le tour et je trouve que les clients sont dithyrambiques. Et c'est ça qui est incroyable. Moi, j'ai fait ça de façon naturelle, c'est ce que je vous disais avant l'émission, c'est que sans vous connaître, j'étais tranquille. Je faisais juste quelque chose qui était extrêmement bon et comment tu partages et tu donnes. Et puis, les personnes ont mis des mots dessus. Sans doute, bien mieux que nous, en interne d'ailleurs. Et ils sont dans un état, effectivement, ça devient un ordre sacré. C'est très sacré aussi. Qu'est-ce qui est sacré ? Pour moi, déjà, évidemment, c'est le minéral, le végétal. Si tu touches au végétal, ce qui est aujourd'hui un des problèmes de l'écologie, du monde, plus que l'écologie d'ailleurs, de notre géopolitique, ainsi de suite, de notre façon de consommer. Donc ça a une incidence. Donc si on ne fait pas attention à tout ça aussi, on ne peut pas transmettre le reste. Et si moi, vous abîmez, j'en sais rien, des pêches par exemple, ils ont abîmé des pêches où il faut 365 jours pour qu'elles se construisent. Tu les abîmes tout simplement au moment de faire la confiture ou quelque chose qui a toute cette richesse. Il faut imaginer le temps, comment ça s'est construit. C'est ça que je suis en train de découvrir actuellement. Les cellules, pourquoi elles vont à gauche, à droite, les atomes. Là, tu pètes un plomb. Et tu te dis que on a ce besoin de vraiment faire attention, où on ne fait absolument plus attention ni à la mer, à toute la planète aujourd'hui dans un état, on va dire, lamentable. Et la chance d'être né dedans. Moi, je suis né dans un petit village dans le Perche, et tout simplement, on était locavores sans rien connaître. Et cette richesse, c'est né dans l'arbre, sans doute, où cette pomme, c'était sans doute pas la meilleure, mais les abeilles étaient dedans au bon moment. Et j'ai sans doute pris ça, tout simplement. Et mon travail aujourd'hui, c'est de transmettre dans les magasins, effectivement. Et là, on a des clients, mais incroyables. Et en plus, tout le monde a déjà parlé de tout sur tout. Ça, moi, je découvre. Mais vous êtes allé chercher une matière première qui n'est pas dans votre jardin. Absolument. Bien sûr. Et ça, c'est végétal. Le végétal sur un coup de chance où je fais un apprentissage en pâtisserie. Où nous étions très mauvais. L'école, en 4e, on redouble 10 sur 11. 3e, 2,4 de moyenne en maths. Et on part tous en apprentissage. Et ce qui va nous sauver la vie, c'est d'avoir un apprentissage, un métier où il faut se taire déjà. On commence à 2 heures du matin à 16 ans. 28 jours par mois. Et c'est ça qui va faire que je vais acquérir aussi un espèce de statut très rapidement, dès l'apprentissage. De statut à part ? Oui, le fait de rentrer en apprentissage, j'acquiers un statut. Une nouvelle famille, en fait, aussi. Mais c'était noble, l'apprentissage. C'était noble. Mais dans une période où tout le monde devait avoir le bac et être éduqué. Et on était à contre-courant. Et finalement, la chance d'arriver à Paris, je me fais virer de la pâtisserie, j'atterris au poste de chocolatier, plus par punition. Et là, le chef va comprendre que j'ai quelques qualités. Et par contre, cette qualité organoleptique, ou ce qui est la sculpture a du goût aussi. Et l'ensemble, aller jusqu'à pas l'archéologie, mais oui, aussi, mais l'architecture, cette sculpture, tout. Et comment ça va m'ouvrir le monde? Et comment les clients vont m'ouvrir la planète entière? C'est au sculpteur que vous le devez? Moi, je pense que c'est à l'esthétique. Un mot que je refusais à 20 ans. 20 ans, on est militaire, t'es coriace, un militaire, t'es un dur. Parce qu'on pourrait penser que c'est à la saveur, c'est au goût. Oui, c'est étonnant. Hein. Voilà, mais... Vous parlez presque plus d'architecture que de goût. Oui, parce que je pense, par le beau, la notion du beau, elle est fondamentale. Oui, bien sûr. Et c'est ce que je découvre. Il faut que ce soit... Oui, parce que la gourmandise, et ça, Perla, je pense qu'on peut
on peut vous le dire et on peut même l'affirmer à votre place, que le beau compte au moins autant que le bon. Oui, bien sûr. Dans un bon plat, dans un bon dessert au chocolat, par l'amour. Celui auquel on a... oui, l'amour de faire une tarte. L'amour et la joie, c'est évident. C'est ça qui passe d'abord. C'est évident quand on me dit, mais quand même, quand je refais le truc, il n'a pas le même goût. J'ai écouté mes chéris, voilà, ça viendra un jour ou ça viendra pas, c'est pas grave, sinon revenez manger chez moi et je suis ravie. Mais forcément qu'on fait avec son histoire, bien sûr. Comment voulez-vous les mains? C'est les mains, vous voyez. C'est pas les mains, ce sont celles qui malaxent, qui produisent, qui fabriquent. Même si le cœur, la mémoire de la saveur est quelque chose d'incroyable. Donc, ça fait appel à tout ça. Ouais. Et tout ça, ça construit un lien magique. Voilà. Eh bien, je vous propose de nous arrêter quelques instants, non pas pour grignoter un délicieux fondant au chocolat signé Perla, mais le quatuor à cordes en la majeure, ce rondo de Haydn interprété par le quatuor Sonaré. Mesdames et messieurs, à tout de suite. Sur Radio Notre-Dame et RCF, à l'heure où nous parlons de gourmandise. Et oui, on se prépare dans les starting blocks avant le carême. Et si la gourmandise n'était pas un péché, avec Perla Servan-Schreiber, Patrick Roger, le chocolatier, et le père Thibaut de Rinxan. Alors, Thibaut de Rinxan, père Thibaut, vous souhaitiez réagir à ce qui a été dit sur la beauté juste avant que nous nous séparions quelques instants. C'est important pour vous un beau plat? Oui, ça me paraît très important, les couleurs, la disposition de la table, une petite liturgie. C'est une liturgie, le repas. Hein. Il y a un début, il y a un milieu, une fin. Vous êtes un bon cuistot? Pas tellement, mais je suis un très bon convive. Mais j'ai pas énormément l'occasion de cuisiner, ou bien souvent c'est parfois pour beaucoup de monde, quand c'est des groupes où il faut que je participe. Mais simplement, je garde un très bon souvenir du confinement. Du premier confinement. Alors, peut-être que certains n'ont pas un bon souvenir. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir être confiné avec 5 confrères prêtres et une de nos activités principales, c'était de cuisiner les uns pour les autres. Ça a radicalement changé notre quotidien. Ouais. Alors, évidemment, on a profité aussi pour plus prier, mais on a cuisiné tous les jours. On cuisinait à tour de rôle, les uns pour les autres, par binôme. C'était très sympa. C'était vraiment une façon de faire grandir notre amitié. Ça devrait être comme ça tous les jours. En fait. Ça devrait être comme ça tous les Dommage, jours, et on hein. se donne pas le temps de le faire parce qu'il faut quand même aller faire les courses, évidemment, prendre le temps de cuisiner. Donc ça prend oui, c'est du quasiment boulot. la demi-journée, et ça. C'est chose qu'on fait assez rarement, les prêtres, parce qu'on court un peu partout. Et puis d'ailleurs, on est souvent invité. Ça, c'est une joie aussi du prêtre, c'est qu'on l'invite à table et que c'est toujours un bon moment. Moi, je suis toujours très touché de voir que les familles, que les paroissiens, parfois aussi des vieilles paroissiennes qui habitent seules, qui viennent nous inviter, faire des petits
plats dans les grands. C'est un très message touchant. aux auditeurs, invitez vos prêtres à invitez vos déjeuner ou à prêtres, dîner. invitez vos C'est vrai, prêtres. hein, devriez Et en plus, le faire, en hein, général, pas ils ont des avoir bonnes peur. histoires à raconter, Oui, des nouveaux sujets de conversation. Les voisins, invités. Mais oui, Ouais. Et Partagés. exactement. Même, vrai, ça. Jésus une pomme de Jésus terre. passait son Oui. temps à table. Jésus passait Mais c'est ce son que j'allais temps dans vous les dire, repas. hein. On le voit qui vient dîner chez Matthieu, après l'appel de Matthieu. Ensuite, on le voit chez un pharisien. On le voit chez Lévi, enfin chez Matthieu, Lévi le publicain. Chez Marthe et Marie à table. Voilà. Et le dernier repas où il institue l'Eucharistie, on est à table aussi. Hein. Il y a le pain, le vin qui passe. Et c'est là que Jésus va instituer la messe, quoi, hein, la communion, qui va rester évidemment pour nous le mémorial de ce qui nous a donné de plus grand. Jésus donne le signe du pain et du vin pour faire mémoire de son amour. Ah oui, La c'est scène, la c'est la table, table, bien absolument. évidemment. Alors on était sans doute un peu allongé à l'époque, à la romaine, on ne sait pas tellement. La table, comme on utilise nous avec des chaises, n'existait peut-être pas, mais quoi qu'il arrive, c'était un repas, c'est clair. Donc, alors l'histoire du beau, effectivement, parce que c'est intéressant de s'y arrêter quelques instants à Berthier-Baudrinxan. C'est d'autant plus important. Oui, allez-y. Très intéressé lorsque Patrick Rochy disait que ne disait pas que c'est d'abord des recettes et des techniques, mais que c'est d'abord une beauté qui correspond finalement à la bonté, à la qualité gustative des produits, que les deux vont ensemble. Spontanément, c'était votre réponse. Et c'est vrai que on pourrait dire à l'inverse, la gourmandise dans le sens de l'abus, elle a quelque chose de laid. Elle a quelque chose de laid parce que c'est souvent c'est s'empiffrer, c'est manger tout seul, vite fait, sans faire attention. C'est aussi des enseignes criardes qui nous invitent à manger vite, fast food. C'est aussi justement cette surconsommation qui produit beaucoup de déchets, qui produit encore une fois une nourriture qui n'est pas une nourriture de qualité. Il y a quelque chose d'assez laid en fait dans ce gaspillage. Il paraît qu'en France, en Occident, 40% de la nourriture produite est jetée entre le champ et l'assiette. Parce que d'abord, il y a des surproductions agricoles de temps en temps. Ensuite, dans le transport, il y a de la perte. Ensuite, dans la transformation, il y a beaucoup de pertes. Et ensuite, à la fin de la préparation, on jette une bonne partie de ce qui a été préparé, notamment dans la restauration collective et choses comme ça. Donc ce grand gaspillage a quelque chose de très laid, d'autant plus quand on sait qu'il y a beaucoup de gens qui manquent de nourriture un peu partout dans le monde. Et là, en fait, il y a quelque chose qui nous accuse quand même. Et c'est pour ça, je trouve que le pape François a bien raison de dire aujourd'hui le péché de gourmandise, il est patent dans ce gaspillage, dans cette avidité un peu collective et dans cette inégalité qui fait qu'il y en a qui n'ont rien à manger alors que d'autres jettent allègrement une bonne partie de leur production agricole. Là, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un péché individuel et je peux pas me dire mais cela ne me concerne pas parce que moi il n'y a pas de reste chez moi, c'est clean, c'est propre. C'est collectif quand même, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui s'inquiète de la bouffe, on a des réseaux de transport pour être sûr d'avoir tout le temps la nourriture en permanence. C'est que la première chose que la police a sécurisé lors des blocages des agriculteurs, c'est Rungis, parce qu'il fallait pas que les Parisiens aient faim. Alors bien sûr, il vaut mieux pas que les Parisiens aient faim, ça c'est sûr, je dis pas le contraire. Mais on a une espèce de peur, panique, j'ai l'impression, du manque. Ouais. Jésus nous dit quand même, ne vous inquiétez pas pour la nourriture et le vêtement. Regardez les moineaux du ciel, ils ne font pas de stock, ils n'entassent pas dans des greniers, et leur Père du ciel leur donne chaque jour ce qu'il faut. Ça, c'est une leçon, hein. Et parce que c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Ne pas arriver à stocker, ne pas stocker, arrêter d'avoir l'esprit de stockage. On pourrait presque dire cela comme ça. Et c'est pas si simple. C'est peut-être ça un effort. Parmi les efforts de carême, peut-être. Il y a une conversion. Il y a une conversion. Et il s'agit pas ici de se serrer la ceinture, mais il s'agit. Alors peut-être que le jeûne quand même néanmoins nous éduque. Le but d'un chrétien n'est pas de jeûner tout le temps, hein, enfin à moins d'être moine et d'avoir une vocation très spéciale. Mais de temps en temps, le jeûne nous enseigne que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il nous enseigne que certaine modération nous rend libres par rapport à cette peur de manquer, qui est mauvaise conseillère. Bien sûr, bien sûr. Oui, cette capacité parfois à surmonter les frustrations. Patrick Roger, vous avez un rapport au jeûne. Vous êtes vous-même très gourmand ou pas tant que ça? Oui, je mange beaucoup. Alors, par contre, je me raisonne, ça c'est évident. Oui. Je me raisonne et je ne mange que ce que j'ai envie, c'est sûr. Il n'y a aucun compromis sur ce qu'est le goût. Mais pour rebondir aussi sur toutes ces questions, c'est que la sécurité alimentaire aujourd'hui devient un truc complètement dingue, quoi. C'est évident. Entre tes lois,
tout ce qui nous sort de partout. Ce qui nous tue finalement, c'est toutes les contraintes extérieures aussi. Dans mon cas, parce que moi, manger bien, c'est juste normal dans ma vie. Je viens vraiment de cette campagne où on vivait à 1 kilomètre. Le rayon, c'était ça. Et on mangeait de façon fabuleuse, quoi. La poire, on ne savait pas quelle était la variété. On savait juste qu'il y avait des abeilles dedans. Et quand il y a les abeilles, tu peux manger la poire. Ça c'est certain. Et qu'il y a une saison très précise. Bien sûr. Rien d'autre. Tout à fait. Qu'il n'y ait jamais avant et tout. Mais on est parti dans un monde qui est complètement débile. Entre vraiment cette sécurité, l'hygiène, tout. C'est un truc de fou. Et même dans le chocolat, dans la chaîne de la chocolat. Dans la chaîne du chocolat aussi. Alors qu'on n'a pas trop de vaches folles dans l'histoire. Pas trop. Alors bien sûr, ça vient des pays lointains. Ça, c'est évident. C'est quelque chose que l'on ne peut pas faire produire ici. Ça, c'est une des choses. Mais quand on parle, moi, une des choses qui me rend hystérique, c'est aussi quand on met du blé, par exemple, dans la voiture on crée de l'essence à partir d'ingrédients que l'on mange. Pour moi, c'est un génocide, c'est évident. On n'a pas résolu le problème. Je disais encore hier aussi, c'est que par exemple, l'énergie, elle devrait être beaucoup plus chère. C'est évident qu'on est 2 € le litre d'essence n'est pas une solution parce qu'on est parti dans un système, on est tous à la masse, mais vraiment, ça c'est très clair. Quand on met du blé dans la voiture, qu'on l'achète au Canada, parce que c'est moins, mais on a choisi aussi. Le consommateur ou l'ouvrier, le paysan, tout le monde, il n'y a pas que cela. On a tous choisi de moins travailler, de travailler différemment. Et on n'est qu'au balbutiement d'un système, on ne sait pas où on va. Et quand on fait venir du chocolat, du Costa Rica, enfin peu importe où, j'imagine qu'il y a plusieurs provenances que vous travaillez. 47 pays. 47 pays. Tous les pays pauvres. Est-ce que quand on le transporte, on est obligé de rajouter un truc pour qu'il puisse être transformé? Vous voyez comme on fait pour les fruits ou pour... Des produits, vous voulez dire ça, oui, le produit lui-même. C'est de la fève. Par exemple, protège, sur les fèves, quand ça part en général des pays, donc la fève est sèche plutôt. C'est toujours dans ce cas-là, parce que les temps de transport sont longs. Vous pouvez imaginer entre l'arbre et l'arrivée, c'est peut-être 6 mois. Il va se passer un temps qui est vraiment très long. Et là, évidemment, on a une vingtaine de personnes, en général, qui commencent à prendre un peu d'argent aussi. C'est quelque chose qui est absolument dingue. Vous pouvez imaginer, on peut revenir à quelque chose qui est plus proche. Et je viens de comprendre ça il y a environ 6 mois. Mon père gueulait parce qu'on payait les paysans 28 centimes le litre de lait, alors que ça leur coûtait 33. Mais on a fait un choix de ne pas vouloir payer les paysans, de ne pas payer les ouvriers, de ne pas payer les artisans. Qui a eu et tout ça, c'est bien plus grave que simplement de regarder juste à côté de nos pompes, parce qu'on est très égoïste de toute façon. Et quand nous, on a cette chance de servir dans le monde, parce que les pistaches viennent de Syrie, viennent d'Iran, viennent de Sicile dans notre cas, de Turquie, tout a une incidence. Et le fait d'être cloisonné, on est mono, la plupart des disciplines, plus personne n'a d'utopie de voir ce qu'est le monde, l'état du monde, tout simplement. Et je pense que c'est ça qui me touche le plus aujourd'hui. Le fait de... Vous m'avez fait grandir, vraiment. Vous m'avez fait grandir en tant que consommateur. Tu prends conscience. À partir du moment que tu prends conscience que... responsabilité, quoi. Cette responsabilité que l'on a, quand moi je sors du Nord Kivu, par exemple, t'en sors pas indemne. Les patates, elles poussaient... Il y a 3 pousses dans l'année, 3 récoltes. C'est extraordinaire. Quand tu vois la gestion de l'eau, et nous, on est confrontés à tout ça. Je suis aussi arboriculteur, on a 50 hectares d'amandiers, c'est l'enfer, quoi. Et si tu commences à raisonner, en plus, ça ne fonctionne plus. Parce que si tu veux plus d'intrants, d'engrais, de tout ce que l'on veut, de pesticides et tout ça, ça ne fonctionne pas non plus. Tu maîtrises beaucoup moins, en fait. Il y a moins de maîtrise là-dedans. La gestion, par exemple, sur les amandiers qui sont dans le sud de la France, il ne pleut plus. On ne se rend même pas compte dans l'état que l'on est. Moi j'ai découvert la mer de glace et je me suis dit c'est foutu, c'est évident. La mer de glace, 25 ans après, j'y retourne 25 ans. On est incapable de prendre conscience de ça. Et pour moi, les 2 gros sujets, évidemment, en France, ce sont le chômage, parce que ça, c'est une des choses qui est fondamentale. Alors, tous ces métiers, on demande énormément, mais on ne fabrique plus rien en France. Il faut imaginer... c'est pire en pire. Ça va du, on va Sauf dire... qu'il y a quand même des circuits parallèles. La bonne nouvelle, c'est quand même ça. Ils sont maigres encore. C'est notre côté, parce qu'on est bien en place, entre autres à Paris.
où beaucoup, cette espèce de côté où on voit les choses, c'est très facile pour nous. On a atteint un espèce de niveau social à la fois qui nous permet... Vous avez bossé aussi. Oui, on travaille, peut-être. Ah. C'est ça. Quand même, il faut le reconnaître, Patrick Roger. Alors revenons à nos moutons. Non, mais c'est vrai que on ne s'est pas tout à fait éloigné du sujet, parce que c'est un peu la gourmandise, je pense, un peu dépeinte par le pape François. Il n'est pas là pour répondre, mais je pense que c'est à peu près ça. On ne se trompe pas de beaucoup, je pense, Père Thibaut de Rinxan. Pourquoi c'est un problème, en fait? La gourmandise en tant que telle, pourquoi c'est un problème ce que je disais tout à l'heure, c'est que, effectivement, alors si on revient désormais à un niveau plus individuel, parce que avant de pouvoir s'attaquer aux déséquilibres mondiaux, il faut commencer à s'attaquer aux déséquilibres personnels. Et celui qui n'a pas mis un peu d'ordre dans sa vie ne pourra pas en mettre dans le monde, dans sa société, parce que déjà, ne serait-ce qu'au niveau de son travail... de ses collègues, etc. Je veux dire qu'on a quand même tous la possibilité d'avoir un impact vertueux dans notre rapport au monde, parce que finalement, la gourmandise, elle dit notre rapport au monde, quoi, aux arbres, à l'eau, à la terre. Tout se passe par l'alimentation. L'alimentation, elle condense notre rapport à ce monde dans lequel on vit. Et donc, d'abord et avant tout, c'est comme je le disais tout à l'heure, eh bien, il y a cette invitation de Jésus à avoir une relation juste avec les aliments, et que ces aliments puissent être, au fond, des vecteurs de relation avec les autres, et aussi un lieu par lequel on remercie Dieu pour ce qu'il nous a donné. Donc en soi, c'est pas grave. On nourrit la nourriture quand on bénit la nourriture. Ouais, on bénit la nourriture quand on est chrétien, et on dit « Seigneur, merci pour le pain que tu nous donnes ». Fruit de la terre et du travail des hommes, à ce qu'on dit à la messe. Et donc, c'est toujours à la fois un don de Dieu et aussi un travail des hommes, les deux ensemble. Et on remercie Dieu. Et quand tu commences ton repas en remerciant Dieu et en bénissant la nourriture, parce que elle te vient de la main de Dieu, ça change en fait déjà ton rapport fondamental avec ce que tu as dans ton assiette. Et tu comprends que ça vient de plus loin, que ta propre vie vient de plus loin, que ton propre corps, les cellules de ton corps, tu les as reçus. C'est commun aux grandes religions monothéistes. Ah bah oui, cas, je pense, oui, c'est ça, Perlin. On est d'accord. C'est un acte religieux fondamental. On passe par la nourriture. Sacré. Mais les trois, bien sûr, c'est sacré. Manger, il y a quelque chose de sacré. Et quand on travaille, alors, chez moi, c'est très monastique, on va dire, et religieux. C'est évident. Pas dans le sens, entre sens propre et figuré. Mais il y a un tel respect pour justement cette matière. C'est là où je peux me mettre dans un état... non, très mauvais, une grosse colère, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous m'avez rapporté là? Ça fait fâcher, vraiment. Si on respecte pas le produit, ça démarre là. Ouais. Mais faut pas rater quand on est chocolatier. Je sais, faut mais pas rater. On a le droit de faire une erreur. Ça, c'est pas un problème. Mais tu dois respecter. Respecter. Ça, le respect et pas tricher avec cette matière, parce que c'est vraiment, t'es béni pour le coup, béni des dieux. Le fait d'avoir ça, c'est quelque chose. Voilà ce qu'on peut lire, page 3. De cet ouvrage Hommage au chocolat par faire la Servan Schreiber, tout chocolat. Mais la condition première, dites-vous, pour une texture parfaite est la qualité du chocolat et du beurre. Le meilleur du meilleur. Et toujours le zeste d'amour, évidemment. Sinon, ça ne serait pas Perla. Mais c'est important, la qualité. On ne le dit jamais assez. Un bon beurre, un bon chocolat ne donneront pas le même fondant qu'un mauvais beurre, un mauvais chocolat. Jamais. On est d'accord? Ça donnera le contraire d'un bon gâteau. Ça donnera absolument le contraire. Et c'est là que, précisément, cette notion de gourmandise qui peut mener à l'excès et donc au mal, si je puis dire, celle-là, elle est à bannir de toute façon, et pour sa santé, et pour la consommation, etc. Mais il vaut mieux la rareté avec, éventuellement, puisque la qualité s'accompagne d'un prix, ça, c'est comme ça. On est dans une économie de marché, et c'est ainsi. Donc, il vaut mieux en manger moins souvent, moins en quantité, mais essayer d'approcher quand même la vraie saveur du chocolat. Ouais. Et pour ça, il faut être intraitable avec la qualité. Ouais. Et donc, se renseigner d'où ça vient, etc. Ne pas prendre le premier prix du chocolat du rayon. On est d'accord. Alors, on revient aux histoires de process, surtout aussi. C'est le process. Finalement, c'est la philosophie que l'on a sur sa propre terre qui est importante. Parce qu'on peut vraiment faire bien avec tout.
Souvent, je prends comme exemple les vins. Si tu vas dans le Bordelais, beaucoup de vins sont mauvais. Oui. C'est pas une histoire de région. Non, bien sûr que non. C'est vraiment l'intelligence que l'on est capable de Ouais. mettre au service de cet ingrédient. Par exemple, pour faire un bon fondant au chocolat, on va quand même pas utiliser le chocolat de Patrick Roger. Si, quand même. Ah bah si, justement. c'est ça qu'il faut faire. Ah, si, c'est normal, sûr. oui. Oui, on n'a pas. Même Ça moi, j'ai peut- pas le réflexe. C'est Ça drôle, hein. peut être celui-là ou d'autres de ce niveau, en D'accord. tout cas, d'exigence et de qualité. Vous faites ça, Mais vous, c'est Perla. oui, absolument. vous c'est de achetez ce- vos perles, c'est ça, c'est des perles de chocolat. De ce niveau, ça dépend. Ça peut être des pastilles, ça peut Des être des pastilles, voilà, c'est tablettes, ça peut être Ouais. voilà. Mais évidemment que c'est ce niveau-là de sacré, d'exigence qui est mis depuis probablement celui qui cueille. Je ne sais pas si on l'accueille, il a fait. Bon, Au c'est quoi Madagascar, j'ai 1200 paysans Voilà. 1200 voilà. paysans. qui waouh. travaillent pour Voilà. une sorte de tablette et qui engendrent tout un process derrière avec de Voilà. l'ingénierie Ben oui. pour remonter jusqu'en haut, jusqu'à C'est ça. nous et jusqu'aux clients. Ouais. Et c'est ça qui me met vraiment dans un état de furie, Voilà. parce que on est capable de faire ce qu'il y a de meilleur, et si on détruit le meilleur, C'est-à-dire, Hmm. c'est-à-dire je suis crucifié. Ah ouais, Je me c'est-à-dire crucifie quand c'est mal cueilli, quand c'est Non, mal. ça va Non, bien quand plus c'est loin mal que ça. travaillé Mal après, travaillé. oui. C'est tout le process qui est extrêmement grand. C'est et très long. intéressant parce que ça veut dire que notre rapport à la nourriture chaîne humaine. actuelle est aussi un rapport avec des hommes et des femmes Et qui, d'irrespect. qui Et peuvent être très loin de d'irrespect. nous, qu'on ne connaît pas personnellement, mais si on... Ouais. Évidemment. Voilà, il y a aussi un lien social qui se joue. Eh bien, Dieu et le chocolat. On va parler tout de suite de Vince le Mariachi. À tout de suite. On adore que Dieu, Dieu et le chocolat. On adore que 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 Dieu et le chocolat. Do, ré, mi, fa, sol, la, si facile de l'adorer. Ma viguela est accordée et mon tambour est au bon tempo. Comme il est beau de pouvoir créer. Le monde entier est à ma portée, il suffit d'avoir un stylo. Car tu as fait l'homme créateur à ton image. Et sur ta page, moi je me sens comme un crayon qui pousse sa gomme. J'écris tout avant de m'effacer. Mais j'ai compris que pour te remercier, il me faut exister. Ta vie est un cadeau, Dieu merci. Là en date, si précieux, merveilleux. Le monde est si vieux, la terre et l'air, le feu, l'eau date aussi, l'eau date aussi. Il faut bien s'accorder sur un principe premier. Je réfute le hasard organisé. Je préfère un artiste, un démiurge, c'est mieux. T'en prends pas tes yeux, moi je crois en Dieu. On adore que Dieu et le chocolat. 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 Quand je me sens un peu seul dans le puzzle de la vie, je pense à toi mon plus tendre ami, et vers toi je crie. Parfois je gueule et parfois je prie. Mon Dieu bénit tous ceux qui veulent s'adresser à lui. Ô Seigneur, envoie-nous des filles qui se donnent à fond jusqu'au bout. Comme nous dit le Père de Brel, qui se donne pour de vrai. Je veux t'aimer comme à Annunzio, t'adorer comme un fou à Paris ou ailleurs. Open space, fraternité, on te promet le meilleur. Ta voix à la saveur d'un matin d'été, indien sur un doux matelas. Ta loi et chemin qui m'amène jusqu'à toi, passant par-ci, passant par-là. Je remets dans tes mains ce que je ne comprends pas. Tu me connais si bien qu'à chaque fois, Seigneur, tu m'attires du plus loin que je sois, comme appelé par l'odeur d'un bol de chocolat. Si tu savais pas maintenant, tu sais.
crois-moi. Dieu et le chocolat, Pas les deux à la fois. on adore que Dieu. Tu risques la crise de Dieu et foi. le chocolat, on adore que Dieu. Kinder Bueno pour Dieu et le Cédo. chocolat, Magnificat de Kit on Kat. adore que Dieu. Agentes Dieu M&M's. et le chocolat, Alegria on Banania. adore que Dieu. Cette société de Dieu et le tir. chocolat, Dieu seul. on adore que Dieu. Dieu et le chocolat, Dieu seul. Dieu et le chocolat, On adore que Dieu. Dieu et le chocolat, On adore que Dieu. Dieu et le chocolat. Et voilà, nous sommes à quelques jours du carême, et si la gourmandise n'était pas un péché, et le chocolat alors, et le chocolat est-ce qu'on a le droit d'en manger pendant le carême? Le père Thibaut Drinxan a éludé, il a esquivé ma question tout à l'heure. Perla Savant-Schreiber est avec nous, et son tout chocolat à la martinière. Patrick Roger, grand chocolatier, est également ici, ainsi que le père Thibaut Drinxan. Alors, est-ce que, effectivement, est-ce que c'est grave de manger du chocolat, des gâteaux pendant le carême? Et j'avais un formateur au séminaire, un prêtre, qui nous disait pendant le carême, on ne va manger que des bonnes choses. En moins grande quantité, mais pas une blague, que hein. des bonnes choses. Non, Voilà. c'était une très bonne école. Et donc, alors le chocolat, il fallait que ce soit du Patrick Roger ou équivalent. et on bazardait tous les trucs. Incroyable, ce Oui, c'était très bien vu. Bien vu, d'ailleurs. hein. C'est une belle expérience. Ouais, c'était une très bonne philosophie. J'ai beaucoup retenu. Ouais. Voilà, donc on peut aussi se dire cela, mais on l'a déjà dit, Patrick Roger l'a bien dit, être intraitable sur la qualité, et à ce moment-là, on arrive à se satisfaire sans avoir besoin de cette quantité qui soi-disant rassure, qui remplit, qui bourre le ventre. Ouais. Devenir... Alors, le pape François fait remarquer aussi, on l'a dit, aujourd'hui, on nous appelle des consommateurs. C'est dans les médias. C'est vrai. Nous sommes des consommateurs, le Ah oui. consommateur Et moyen, moi, le une consommateur... ménagère. La C'est ménagère et le consommateur. Ouais. Nous devons, Charmante. nous devons, Enfin, moi aussi, hein. charmant. Moi aussi, ménagère, hein. Vous êtes gentil, super là. nous devons nous insurger contre ce terme. Moi, je veux pas être appelé un consommateur. Je suis pas un consommateur. Mais non. Je suis d'abord un homme, un humain, Être un humain, frère. bah oui, bien sûr. Voilà, je suis et je veux pas être défini par cet acte de consommer. Alors, bien sûr, oui, nous consommons, nous produisons aussi parfois, mais ça ne nous définit pas dans notre identité la plus profonde. Vous êtes victime Patrick Roger du marketing. Et Eh de- oui. Exactement. On ne pensait plus par... Le problème, c'est qu'on ne pense plus par soi-même. Je pense que c'est le grand sujet. On est mené par le marketing et le Une fois commerce. que quoi. l'homme L'argent. est devenu, Et une fois que l'homme est l'argent. devenu Ah oui, un ça- consommateur, il est livré effectivement à la puissance du marketing, à la puissance de la vente, etc. Mm. Mais alors, effectivement, quand on n'a pas non plus une grosse fortune, vu que les matières premières coûtent cher, le beurre aussi coûte cher, hein, de plus en plus Évidemment. cher. Qu'est-ce qu'on fait, Perla, alors? Comment est-ce qu'on fait quand on gagne pas beaucoup de réserves? Là, Bien. pour le coup, qu'est-ce qu'on fait? Pour se faire plaisir, on peut absolument faire des petites quantités et moins souvent. Ouais. C'est ce que j'aurais tendance à préconiser. En tout cas, je ne sais pas si c'est possible puisque je fais partie d'une catégorie de nantis et je le reconnais humblement. Mais même en étant à cette place-là, je ne suis pas née comme ça, au contraire, mais j'ai travaillé et je suis devenue comme ça. Mais même comme ça, j'utilise des moules de plus en plus petits Tiens, pour précisément inviter à la dégustation. Et ça, c'est pareil. Quand vous dressez un couvert avec des assiettes qui sont plus petites, les gens mangent moins. ouais. Ils sont tout aussi Et rassasiés. tout aussi Ils rassasié, sont Hébert, tout hein. aussi rassasiés. On est d'accord. Et tout Ouais. aussi. Alors, c'est des Ouais. petits trucs comme ça, si vous voulez, mais il faut bien arriver à trouver des trucs. Vous voyez, parce que tout ne passe pas C'est par vrai. la tête et le raisonnement. Hein, C'est il y a beaucoup de parasites, vous voyez, dans la tête pour y parvenir. Moi, Donc, je Père suis Thibaut. aumônier à la Sorbonne et tous les jours, nous offrons aux étudiants un repas à 2,50 €. C'est pas cher, 2,50 €. Mm. Bravo. C'est moins cher que le Crous, alors sauf Oui. pour ceux qui sont boursiers, parce qu'ils payent encore moins cher. Mais
En tout cas, c'est meilleur. Ça je m'y engage. Et on fait une nourriture simple. Alors, je crois qu'une des premières recettes, c'est que c'est collectif. Donc, à partir du moment où on est 15, 20, ça revient moins cher forcément que de cuisiner individuellement. Donc, peut-être un des miracles aussi, c'est d'être plusieurs. De la communauté va nous permettre de manger moins cher et mieux. Et puis voilà, accepter de ne pas manger de viande. On en mange de temps en temps, un petit peu, voilà, pour les occasions. On mange des féculents simples, mais qui sont de bonne qualité, qui sont d'ailleurs produits en France. Et puis quelques légumes, là aussi, on peut trouver des choses très bien. Des œufs, et on peut manger des choses... on peut vraiment manger à satiété, des choses simples. Et d'ailleurs, du coup, moins gourmand, en tout cas moins attractif pour les papilles que de la nourriture toute faite, avec beaucoup de sel, des choses comme ça. Et en fait, qui nourrit vraiment, et quand c'est partagé avec des gens qui sont sains, SAIN, et bien, je crois que c'est très nourrissant et que ça suffit. Voilà. Donc tous les jours, voilà, on peut manger à 2,50 € si on est bien organisé et si on a un peu d'exigence. Patrick Roger, vous disiez, alors je ne veux pas insister non plus sur tout ce qui va mal, mais c'est intéressant, vous parliez de vos parents tout à l'heure, vos grands-tantes, nos anciens, qui se débrouillaient, ou qui se débrouillent d'ailleurs encore pour vos parents, je crois. Ils sont plus là, on est tranquille. On est tranquille, hein. Alors c'est bon, on peut y aller. Avec une toute petite retraite de quelques centaines, une poignée de centaines d'euros par mois, ils mangeaient très bien, disiez-vous. Ouais. Mais comment on explique ça? Il y a combien d'années? Ah ben là. C'est pour ça qu'il disait que c'était en cours. Il vient de disparaître. Mais oui, on mangeait absolument avec rien, quoi. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je crois que c'était 80 kilos de patates par habitant et le pain à peu près pareil. Allez, on va dire 50-60 ans. Je sais pas bien les. Non, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est encore possible de le faire. C'est ça que je veux dire. Complètement. Je vous inviterai bien à venir chez moi. Ouais, volontiers. Vous n'allez pas être déçus, quoi. Parce que mes courses, alors je suis même quelqu'un d'extrêmement bizarre. Si vous me laissez tranquille, tout seul. Je vais chez l'arabe du coin, j'adore. Déjà, je fais chier tout le temps, forcément. Je lui dis qu'il est arabe alors qu'il est berbère, ça commence mal. Donc tout de suite, je l'incite à l'agacement. C'est parfait. Et je pense que si j'achète mon paquet de riz dans la semaine, en gros, un paquet de pâtes ou je ne sais quoi, je ne mange avec rien. Alors bien sûr, je connais les meilleurs cuisiniers du monde. Ça, c'est évident. Où on mange différemment. Et encore, ils sont sacrément brillants pour vous faire à manger. 1 kilo de carottes, ils vont vous transformer en milliers d'euros. Ça, c'est évident. Parce qu'il va falloir payer les ouvriers, surtout. C'est ça qui est... Ça, on ne se rend pas compte de ça. Mais franchement, mon frigo, quand j'ouvre, on regarde, c'est 30 ingrédients aussi, je pense, ma vie à peu près. Ouais. Une trentaine d'ingrédients en mettant potentiellement du sel où je ne mets plus de sel, de l'huile. Et en plus, je suis seul à prôner pour l'arachide ou un truc merdique de ce genre. Et peut-être du vinaigre. Et on a passé notre vie à manger comme ça. Et si on doit retourner à la campagne, je sais ce qu'est la campagne. Tu n'es pas en train de prendre ta voiture pour aller acheter ta baguette à 10 km et revenir et gueuler parce que la baguette vaut 10 centimes de plus. C'est là où on a complètement dévissé, mais sur un système social, tout simplement. Mais comme quoi, c'est amusant parce qu'aujourd'hui, on parle toujours d'avant, c'était mieux avant, moins cher, mieux. Les patates avec du beurre maintenant. Avec votre exemple, Père Thibault à 2,50 € le repas, et puis avec votre exemple, Patrick Roger, c'est à nous de nous retrousser un petit peu les manches, d'ouvrir un peu les synapses et s'apercevoir qu'on peut très très bien faire des efforts. Et peut-être notre objectif de Kerem pourrait-il être celui-là, de s'y colter un petit peu, à se nourrir un petit peu mieux, faire moins moins se laisser tenter par le côté attractif que vous mentionniez tout à l'heure, du plat préparé avec ses couleurs vives apparentes qui donnent envie sur le coup, mais qui sont très mauvaises en fait, et puis qui coûtent cher. En plus, qui coûtent cher, les plats préparés. Mais au fond, c'est au niveau spirituel, je crois que c'est une invitation à un changement de vie, mais un changement de vie heureux, la sobriété heureuse dont parle le pape François. C'est un changement de vie heureux parce que ça implique d'être avec les autres, de ne pas agir seul. Parce que seul, on mange mal. On achète du tout fait, on va vite, etc. Et donc, comment est-ce que je fais pour faire en sorte que ma vie ne soit pas seule? Et comment est-ce que je laisse de la place aux autres? Voilà. Et ensuite, effectivement, de l'attention aux produits et donc la capacité à renoncer à des trucs qui font plaisir parce que ça bourre le ventre, parce que c'est du sucre, parce que c'est du gras et que tout de suite j'en ai envie. Il y a le, je sais pas quoi, le cerveau un peu qui m'envoie des alertes. Vite, il te faut du sucre, du gras, alors qu'en fait, non. C'est...
Et donc, c'est pour ça que c'est une conversion. Et c'est pour ça que le carême, on nous propose pendant 40 jours de revoir ces fondamentaux-là. Le carême, c'est aussi un appel au partage, donc c'est-à-dire à être plus avec les autres. Alors, on a droit au chocolat ou pas? J'ai pas entendu la recette, moi. Pendant le carême. Mais il a dit qu'on avait le droit Oui, aux choses on a meilleures. le droit, mais il faut que ce soit du bon. Du bon. Et il ne faut pas le manger seul. Et ne pas le manger seul. Et le en partager. Voilà. Ouais, ça, D'accord. c'est important. Parfait. Ouais. Ça vous va, Perla? Ça vous va? Le Ça me chiffre va d'affaires de très, Patrick très Roger bien. va monter pendant le carême. Ouais. Alors, Est-ce qu'il y a Perla une différence Oui, de pardon. chiffre d'affaires pendant le carême Ouais, chez surtout avec les chocolatiers? vacances. C'est surtout les vacances. oui, ça c'est nous pas tant- plaît. Ah, les vacances. Mais hein. on a quand Ouais. même... alors, par exemple, Pâques, c'est vraiment quelque chose qui diminue, c'est mécanique. Il y a de moins en moins de... C'est vrai? On passe toute notre vie à manger normalement. Tout le monde mange du saumon tout le temps. Il n'y a plus de sens. Oh. Donc Pâques, ça a tendance quand même à Enfin, diminuer. c'est ce qu'on prend pour du saumon. Hein. Oui. On va... Alors, autre débat, mais... On peut parler de la cataracte si vous voulez. Ça, non, mais ça va c'est vrai. piquer Non, un non, mais peu. pour le chocolat, c'est vrai qu'on en de moins en moins chaque année à Pâques. C'est Ouais, étonnant, Pâques ça. est quand même quelque chose. Mais on mange On banalise tout, On en mange tout le fait. temps des On mange choses tout le remarquées, temps. géniales, Ouais. délicieuses. Moi, je connais pas très bien cette histoire, mais quand même, culturellement, c'est que Le ce pointe. gigot que tu mangeais sans doute que à Pâques, on ne mangeait pas comme ça il y a 50, 60 ans. Il y avait Le gigot de l'année, quoi. ce Enfin, côté festif. Ouais. T'as de On la se dinde réjouissait. tout le temps, tout est disponible vrai, tout le temps. c'est Donc, vrai. il y a Parce qu'on plus- élevait la bête et puis après, tout on à fait. Mais on a des fraises et on a des tomates. C'est un rituel. Ouais. 24 sur 24. Quelle horreur. Il y a- Bah oui, mais oui. on a choisi. Après, on critique quelque chose qui a été choisi par un système. Et Donc, surtout, faisons l'effort, justement. on est de- fainéants, quoi. On Ouais. est devenu. En fait, on est venu paresseux. Ça, c'est peut-être le roi des péchés, finalement. Mais, La paresse, les quoi. péchés, hein. les 7 péchés capitaux sont connectés, en fait. Quand on en a un, Ouais. en général, on en a plusieurs qui viennent avec. C'est pour Et ça que gourmandise c'est et dur, paresse hein. vont bien ensemble, Ouais. c'est vrai. Je suis assez d'accord. Alors, saint Thomas d'Aquin dit quand même que parfois la paresse nous empêche d'être gourmands parce qu'on est tellement paresseux qu'on va même pas faire l'effort d'aller chercher la nourriture et la Non, ramener mais- à la bouche. Mais Il non, y a un il y a proverbe quand même- biblique, le paresseux met la main dans le plat, il n'a pas la force de la ramener à la bouche. Ah bah, Mais dis bon, donc, c'est un peu une pas donné à blague. tout le monde. hein, C'est un ouais. peu une blague, mais c'est vrai qu'on est paresseux parce Mais qu'on va c'est au plus réel. rapide. Ouais. Moi, je voudrais qu'on termine par une recette. Ah, Perla. mon Dieu. La plus facile, moi, c'est le fondant et la meilleure. C'est pas le fondant au chocolat, quand même. La recette de Perla, c'est tellement la meilleure. La plus, C'est pas la votre plus chouchoute facile Oui. Non, c'est pas la plus facile. C'est laquelle la plus facile? Non, non, il y a encore plus facile. Elle est facile, mais il y a encore plus facile. C'est Et quoi? c'est Michel Bras qui l'a inventé et c'est simplement moi qui ai simplement évidemment le citant Ouais. religieusement qui a fait les petits pots au chocolat. Les petits pots au chocolat. Alors, petit Oui. pot au chocolat en quelques secondes. C'est de la crème fraîche Ouais. qu'on fait chauffer tout doucement, bien Mhm. sûr, faut pas qu'elle boue. Quand elle est chaude, on y jette la quantité de chocolat qu'il faut. Mhm. On touille, on y met une petite noix de beurre, voilà, et puis c'est fini. Et on la verse dans des tout petits coquetiers et on met ça au frais. Ah, c'est Et merveilleux. parce que c'est tout petit aussi, c'est voilà. ça qui est formidable. Et C'est voilà. des petits coquetiers de chocolat qu'on apporte à table et ça suffit amplement. De 0 à 77 Parce ans qu'ils sont ou plus. parfaits. C'est merveilleux. Voilà. Eh bien, merci Perla Sévanche-Rébert. Merci à vous. Votre Merci. tout chocolat à la martinière. Merci. Mes 21 gâteaux et mousses, Patrick Roger et tout votre chocolat sculpté, vos sculptures chocolatées. Je ne sais pas comment il faut dire ça. Merci en tout cas d'être Merci. venu nous parler. Et le Petit Beau de Rinxan également. Merci beaucoup, vous qui êtes vicaire à Merci à vous. Saint-Ambroise à Merci. Paris. Merci infiniment les amis Saint-Germain. et bon carême à tous.